Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Une édition spéciale ce soir, comme chaque troisième vendredi du mois, à l'occasion de l'échéance mensuelle, en l'occurrence pour les marchés et les produits dérivés. Le contrat futur CAC 40 janvier a expiré cet après-midi. On fera le bilan de cette échéance évidemment compliquée avec nos trois sorciers qui seront avec nous pour commenter l'actualité de début d'année sur les marchés. Et oui, une ambiance intense, beaucoup de mouvements, d'écarts très très rapides et une échéance assez lourde, puisqu'on est sur des baisses marquées sur les indices européens, des baisses de 2%, et puis une baisse qui est repartie de plus belle également sur le marché américain, là où les indices ont déjà des niveaux de correction importants. On est sur des baisses de 10% et plus pour des indices comme le Nasdaq ou encore le Russell 2000 par rapport à leur point haut de fin novembre. Je ne parle même pas du compartiment des cryptos avec un Bitcoin en perdition, en baisse de 40% par rapport à ses points hauts. Une correction donc qui semble assez générale, mais toujours ces mouvements de rotation avec des secteurs qui résistent mieux que d'autres. Et puis dans le paysage des marchés de ce début d'année, la partie résultats d'entreprise qui compte de plus en plus. On aura des publications importantes dès la semaine prochaine. La publication qui marque les esprits cette semaine, c'est celle de Netflix, qui se traduit par une baisse de 20% du titre Netflix en ce moment à New York. Et tout cumulé, il faut reconnaître que la baisse de Netflix commence à devenir très très sévère par rapport au point haut atteint en novembre. On était à $700 sur le cours de Netflix, on est à moins de $400 aujourd'hui, 390 $ pour le cours de l'action Netflix. Ce sont les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la crise pandémique. Autrement dit, tout le boom Covid qui a été très profitable évidemment au business de Netflix, très profitable à l'action Netflix, ce boom Covid chez Netflix a totalement été effacé sur le plan boursier en tout cas. Voilà pour les sujets et nos trois sorciers à suivre dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est notre rendez-vous pédagogie et le troisième vendredi du mois, ce sont les équipes du Café de la Bourse. Louis Yang qui sera avec nous, le cofondateur du Café de la Bourse, pour évoquer la question des ordres de bourse. Comment bien choisir son ou ses ordres de bourse quand on est investisseur particulier. Et tout d'abord, les infos clés du jour sur les marchés. Une séance compliquée avec une baisse de 2% environ pour les indices européens ce soir. Les infos clés avec Alix Nguyen. L'ensemble des places européennes, dont Paris, recule et emprunte le chemin déjà pris par Wall Street hier. Wall Street qui entame cette nouvelle séance en légère baisse avec toujours les technologiques sous pression. Le Nasdaq qui pliait d'1,3% hier après un gain de près de 2% en séance est désormais perdant de près de 13% par rapport à son record de novembre. Le S&P 500 a quant à lui perdu 5% depuis ses plus hauts de janvier. Un marché particulièrement nerveux, d'autant plus que le comité de politique monétaire de la Fed se réunit mardi et mercredi prochain. On relève aussi un certain stress émanant des tensions politiques autour de l'Ukraine. La prévision décevante de Netflix en termes de nouveaux abonnés a littéralement coupé la chic aux investisseurs. Pour le trimestre en cours, le géant du streaming vise 2,5 millions de nouveaux abonnés. C'est nettement moins que les 6,26 millions anticipés par le marché. Son titre chute de plus de 20%. Stellantis recule. Le chinois Dongfeng Motor a cédé 1,2% du capital du groupe français au prix de 18,30 € par action. Les autres acteurs du secteur en font les frais. Dans le rouge, on retrouve Renault, Michelin, Faurecia et Valeo. ArcelorMittal est aussi en net repli sous l'effet de prise de bénéfices, tout comme l'ensemble du secteur. Le stock 600 des ressources de base signe la deuxième meilleure performance avec un gain de 8,1% depuis le début de l'année, derrière celui du pétrole-gaz. Total Energy recule dans le sillage du repli des cours du brut après la hausse surprise des stocks du pétrole aux États-Unis. Même chose pour Technip FMC dont le titre recule. Et puis Airbus plie. L'avionneur a annoncé l'annulation du contrat portant sur une commande de 50 A321 Neo par Qatar Airways. En début de semaine prochaine, la publication du sentiment des directeurs des achats de part et d'autre de l'Atlantique en janvier rythmera les marchés. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Première échéance de l'année 2022 et les 3 sorciers de Smart Bourse sont convoqués, donc comme chaque troisième vendredi du mois. Le technicien Romain Dobré est avec nous. Bonsoir Romain. Bonjour. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. L'analyste Philippe Béchade avec nous en plateau également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Et le trader formateur Jean-Luc Hussac avec nous en visioconférence. Salut Jean-Louis, merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que vous êtes bien installés devant vos écrans chez Perceval Finance Conseil. Romain, je commence avec vous. Bon, ambiance de début d'année très intense, avec des mouvements et une volatilité plus importante sur les marchés, une baisse de 2% aujourd'hui pour les actions européennes en ce jour d'échéance mensuelle. Quel est le bilan qu'on dresse de cette échéance et de la situation sur les marchés aujourd'hui ? Il y a déjà une progression par rapport à l'échéance précédente, donc 145 points environ. Deux choses sur lesquelles le consensus dont on dit qu'il se trompe toujours, cette fois-ci ne s'est pas trompé. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il y aurait de la volatilité en cette année, elle le prouve. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudra faire du stock picking et sortir des indices. C'est largement le cas aussi. On a toujours des écarts assez marqués sur les valeurs et des secteurs qui, value contre croissance, si on veut schématiser, un match qui est assez fort, qui se resserre un peu en fin de semaine, lié à ces moments techniques. Voilà ce que donne une échéance dont on expliquait déjà il y a un mois qu'on montait depuis le mois de septembre avec des divergences, d'intérêt, puisque la position ouverte sur le futur ne faisait que baisser. Elle remonte un tout petit peu ce mois-ci, de l'ordre de 20 000 contrats futurs en plus sur une position ouverte globale de un peu moins de 300 000. Donc c'est un peu mieux. On avait vraiment un assèchement de la position ouverte fin décembre. Donc ça, c'est du côté positif des choses. Un ratio de couverture... Il faut comprendre, les secousses de début d'année, le régime de volatilité qu'on connaît sur les marchés depuis le début de l'année, pousse les gens à se couvrir un peu plus que ce qu'ils ne faisaient ces derniers mois. Alors oui, justement, mais on commençait l'année très peu couvert. Hein. On l'indiquait il y a un mois de ça, au moment de l'échéance de décembre. On avait un ratio de couverture qui était complaisant, et de l'ordre d'une option de vente pour une option d'achat. Et puis ça s'est effrité même à la fin du mois de décembre, au début de l'année, avec un moment où on est devenu carrément hyper complaisant sur les niveaux de 7300 points, où il n'y avait carrément plus du tout de couverture, et donc un risque baissier. Les minutes de la Fed ont déclenché un mouvement qui reste très canalisé à ce stade, mais qui montre quand même que les opérateurs étaient un peu trop cool, un peu pas suffisamment protégés. Et voilà. Alors le phénomène intéressant, c'est que pour cette échéance, on savait que c'était le cas et le niveau de couverture était assez faible, et donc ce risque se matérialise là aujourd'hui avec des accélérations baissières un peu marquées, mais encore une fois assez canalisées. Hein. Le Dow Jones, alors qu'il est repassé dans le vert, il y a des secousses, mais des mouvements erratiques et violents, mais globalement assez, encore une fois, canalisés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entame le mois de février sur les marchés dérivés avec des portefeuilles couverts cette fois-ci, à nouveau. On a un ratio de couverture de l'ordre de 1,5, donc qui signifie qu'il y a à peu près 2 options de vente pour une option d'achat à nouveau. Une et demie option de vente en plus que les options d'achat. Donc un peu plus de protection, ce qui est pas souvent le cas et qui m'inquiétait en général quand on se retrouve à ce moment-là et qui déclenche souvent des alertes baissières un peu marquées juste post-échéance. Là, ça se produit au moment de l'échéance et ça laisse à penser que si l'alerte baissière devait se poursuivre, elle surprendrait moins les opérateurs. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la zone de densité d'options 6006-6007 est remontée d'un cran et c'est plutôt 6007-6008 pour ce mois-ci. Donc ça nous permet de remonter le niveau d'alerte de moyen terme et de constater aussi que la complaisance qui nous inquiétait un peu sur les marchés américains au mois de novembre avait diminué au mois de décembre et diminue encore au mois de janvier. On a un ratio de couverture qui est équilibré, toute option confondue aux États-Unis, et une position ouverte globale qui a baissé de 30 millions d'options, ce qui porte la position ouverte globale à 485 millions d'options contre 513 millions d'options, pas d'options elles-mêmes, pas en nominal, juste de contrats d'options ouverts. Donc ça reste très important, mais la complaisance et la hausse, malgré la hausse des marchés, la complaisance n'a pas augmenté et donc on a un marché qui est un peu plus prudent, un peu plus méfiant, avec un calendrier qui évidemment est lié énormément aux publications à venir et puis avec ce focus sur la réunion de la Banque centrale, la Fed, mercredi prochain, qui va probablement être aussi un catalyseur important pour les jours à venir. Jean-Luc Hussac, votre sentiment après ces 3 premières semaines de bourse de 2022? Alors oui, des mouvements violents, il y a plus de volatilité, des écarts rapides, importants, etc. Est-ce que la situation reste saine ou est-ce que la situation est même peut-être un peu plus saine aujourd'hui d'ailleurs qu'elle ne l'était il y a quelques semaines ou quelques mois?
Oui, elle reste identique à peu près, hein. La capacité des marchés, d'ailleurs, à rebondir malgré des menaces nombreuses et dangereuses quand même pour certaines, hein. On pense à l'Ukraine, ça peut mal finir cette affaire. Bon, les tensions sur les taux, on a l'habitude, on se dit après tout, les banques centrales feront tout ce qu'il faut pour tout se passe bien. Mais l'Ukraine, c'est quand même beaucoup plus dangereux, donc, surtout sur les approvisionnements de pétrole, etc. Donc, cette capacité à rebondir est assez incroyable. Hier, les mouvements qui ont eu lieu, c'était magnifique. On remonte à 7002 à 17h30, sauf qu'à 22h, on était revenu pratiquement au plus bas, mais on était presque à 7100. Et ce matin, on a ouvert avec un gap à la baisse. Bon, c'était un petit peu moche, mais c'est toujours pareil. Ces journées d'échéance, c'est toujours la fin, évidemment, de quelque chose, avec la sensibilité un peu forte sur la gestion d'options, etc., de couverture. Alors, normalement, sous 7040, on déclenche une alerte. Alors, est-ce que c'est un vrai retournement ? Moi, je prends un petit biais baissier quand même. Il y avait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc je prends un biais baissier, je ne suis plus acheteur systématiquement, je le fais de temps en temps, mais un peu via des calls par exemple, mais je cherche quand même, je pense que lundi, je vais attaquer en me disant, peut-être, je vais chercher un point de vente. Bon, ça dépend, c'est toujours pareil, si on ouvre avec une reprise vers 7100, je serais peut-être là également en plein doute et je me dirais, le marché n'envoie pas de message supplémentaire, il infirmerait ce qu'il a envoyé comme faiblesse aujourd'hui. Vous voyez, je pense que naviguer à vue est indispensable. Si on fait un point global de cette situation, la vulnérabilité n'est pas encore extrêmement importante. Parce que, tout simplement, on a des volatilités implicites qui remontent très, 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 très vite dès qu'il y a du stress. Ça veut dire que, en effet, les acteurs viennent se couvrir. Et surtout, il n'y a pas cette complaisance qu'on a connue par le passé, même parfois lorsqu'il y avait des trous d'air de 200 points. On reste au-dessus des 7000, hein, tout de même. Il faut relativiser ces mouvements de repli, qui sont donc parfois suivis de très forts rebonds. Donc, globalement, si vous voulez, on peut penser qu'il y a un biais baissier. Ce biais baissier serait beaucoup plus fort, peut-être sous 6840. C'est le niveau qu'on pourrait aller chercher si on continuait lundi à se dégrader. Mais globalement, rien n'est moins sûr que cela. Malheureusement, on ne peut pas être extrêmement fort dans son appréciation. C'est pas un pari directionnel qu'il faut prendre toute voile dehors, quoi. Non. Vous voyez, là, ce soir, je vais avoir évidemment beaucoup de positions en clôture, avec les échéances, là, Eurostoxx, DAX, enfin, je suis plus sur l'Eurostoxx, le CAC et le SPI 500. Donc là, les échéances, si vous voulez, Eurostoxx, c'était les options. Il s'est fait à peu près 400 millions, 390 millions, rien qu'avec les options Eurostoxx, sur les valeurs françaises. Et pour l'échéance du CAC, il s'est fait 400 millions. Donc la même chose, rien que sur l'ensemble des valeurs. Donc les échéances, si vous voulez, pèsent pas très lourd sur le plan des volumes, mais ce volume global en fin de séance sera évidemment dopé par cette activité d'arbitrage et d'échéance. Et tout ça, ça se fait dans des mouvements qui n'envoient pas de message puissant, tout simplement. Donc, un biais baissier, ok, mais lundi, il faudra quand même, je pense, conserver un comportement opportuniste comme celui que j'ai depuis déjà quelques jours, où je continue d'acheter. Hein, mais avec prudence parfois un peu plus, un peu moins. Mais c'est vrai que le marché, si vous voulez, n'envoie pas un message fort de retournement à la baisse. Ça, c'est clair. C'est la fébrilité. Et un peu partout, d'ailleurs, hein, on voit sur l'euro-dollar, on y reviendra, il y a eu des mouvements un peu violents. C'est sûr que la visibilité, globalement, n'est pas très bonne, ou alors elle est claire et nette, et on voit beaucoup de problèmes potentiels. Donc, si vous voulez, en plus, c'est avec la période des résultats actuels, il ne faut pas qu'on tombe à côté, il ne faut pas que ça déçoive, parce que là, c'est vrai que les sanctions sont extrêmement violentes, comme on a pu déjà le voir sur certains dossiers. Ouais, on a vu des banques américaines qui ont été un peu secouées, et puis surtout Netflix, là, qui est très très secoué, effectivement, après ses résultats et ses perspectives décevantes
Philippe, quels sont les... Alors je vais vous chercher un peu sur le terrain, votre terrain de jeu favori, les séries et les statistiques. Là, je regardais, donc le S&P 500 compte jusqu'à aujourd'hui 409 clôtures au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours consécutifs. Et peut-être d'ailleurs encore ce soir, puisqu'on est en train de se parler, on voit tous là sur nos écrans que c'est en train de racheter un peu quand même aux États-Unis. Le S&P 500 est revenu proche de l'équilibre après un démarrage de séance un peu compliqué. Bref, c'était, je sais pas, le petit chiffre que je voulais vous mettre entre les mains. Et puis, qu'est-ce qui vous a marqué évidemment depuis le début de l'année sur les marchés, Philippe ? Alors, on peut même rajouter que c'est la 4e plus longue série du S&P au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. La plus longue série depuis 1993. Voilà, ça fait petite trentaine d'années. Ce qu'il fallait remarquer quand même, c'est que la dernière fois qu'on a vu plus de 50 valeurs du S&P battre un record historique en même temps, c'est-à-dire qu'on avait une série de records, qu'on a atteint 72 sur l'ensemble de l'année 2021. La dernière fois qu'on a eu plus de 50 valeurs arrivant au zénith, c'était quand même fin août. Ça veut dire que depuis fin août, on inscrivait de nouveaux records avec un nombre toujours plus faible de titres, jusqu'à ce qu'on finisse par les compter sur les doigts d'une seule main. Voilà le type de lévitation qui nous était proposé. Je dirais que là, objectivement, on est déjà dans un marché qui a toutes les caractéristiques d'un marché baissier depuis au moins 3-4 mois. En termes de prise de risque, on le voit avec la culmination des cryptos en octobre. Depuis, ça n'arrête pas de baisser. Et là, on casse carrément les tendances haussières moyen terme sur le Bitcoin. Oui, là, c'est du sérieux. C'est pas 5-10% de correction, là. Voilà, l'Ethereum, on flirtait avec les 5000 à 4900 et on est maintenant à 2400. Ça fait moins 50. Vous prenez une crypto qui a eu énormément de succès, qui a été jugée comme un des projets les plus prometteurs, qui est la Solana, qui était quand même à moins 20 ce vendredi matin. Correction d'une ampleur jamais vue. Donc là, on voit que les leviers sont en train d'être réduits. Je ne suis pas sûr, et je suis à peu près d'accord avec ce que dit Jean-Louis, que les gens voient arriver une grande vague de correction. Mais je pense que malheureusement, ça fait très longtemps que les gens ne pensent plus rien du marché et que c'est la liquidité disponible au jour le jour qui fait que il va falloir continuer d'en faire quelque chose. La semaine dernière, la Fed, qui nous annonce donc la fin de son QI fin mars, elle a quand même rajouté 80 milliards. Oui. Mais bon, voilà, ça en fait 15 par jour. Et ça a quand même commencé à consolider. La semaine dernière, on a eu une première alerte à moins 2,5. C'était quand même pas complètement anodin. Et là, maintenant, on a l'indicateur de volatilité, le VIX, celui qui est associé donc au S&P, qui vient de franchir les 27. Alors là, on venait un tout petit peu en dessous. Enfin, on est dans une zone d'inconfort, mais pour l'instant, c'est même pas encore verbalisé. D'ailleurs, hier, le jeudi 20, on casse les supports moyen terme sur le Nasdaq, sur le S&P. Alors, le Russell 2000, j'en parle même pas. C'est à moins 18 quand même depuis fin octobre. C'est quand même énorme. On nous disait tellement que c'était les small caps qui avaient encore du terrain à reprendre sur les big caps. On voit que les mêmes schémas, malheureusement, font que les vulnérables sont encore plus vulnérables. Donc on est bien dans un contexte de réduction des leviers et avec des petits accidents boursiers qu'on ne relie pas à un événement comme la chute du 20 janvier. Pas de statistiques marquantes concernant l'inflation, la confiance des ménages, la production industrielle. Pas de déclaration de banquiers centraux. Et ce jour-là, vraiment, là, le marché, il prend cher. Et qui, aujourd'hui, peut nous raconter ou nous faire un pitch de la séance du 20 ? Personne. On a juste constaté qu'à mi-séance, le Nasdaq était à plus 2, il a fini à moins 30. Voilà, on constate. Et puis, heureusement, les algos sont là, donc ils ajustent tout. On casse des supports, voilà, c'est... Ça fait un moment que les gérants, les stratégistes, les allocataires disent
qui sont quand même en train de rééquilibrer leur portefeuille, de se désensibiliser un peu à ces grosses valeurs, à la croissance surachetée, surpayée, pour se repositionner vers des valeurs soit de rendement plus tranquille, soit des valeurs plus cycliques. Il y a bien un moment, il faut bien que ça se voit dans une séance et dans un marché. Ouais, mais là, ce qu'on voit en plus, c'est qu'il y a carrément un gros retrait de liquidité des ETF. Voilà. Donc que le gérant fasse son travail, procède à des arbitrages sectoriels, c'est son métier. Et puis il fallait bien trouver un nouveau scénario ou la petite stratégie qu'on va pouvoir venir défendre en plateau. Voilà, j'ai arbitré, j'explique. Voilà. Mais là, globalement, il y a de la liquidité qui sort. Donc là, c'est pas le gérant qui sort la liquidité. Non, il y a des retraits. Il y a des retraits. Et on le voit sur Ark Innovation, par exemple, le fonds Star, qui est à moins 50, avec des effets de retrait qui sont en train d'être douloureux. Là. Très, très douloureux. Très, très douloureux. Voilà, c'est d'ailleurs un des plus gros ETF, si j'ose dire, privés. Hein. Et Ark Innovation, c'était rien moins que le benchmark de la prise de risque, puisque ça mêlait tout, Tesla, des cryptos, des spécialistes des cryptos, des sociétés nouvellement introduites à 100 fois le chiffre d'affaires. Bon, voilà. Je pense qu'effectivement, là, c'était un vrai canari dans la mine. Mais je dis, jusqu'au 20 janvier, personne ne verbalise encore une réelle inquiétude. Mais pourtant, l'argent s'en va, on n'a pas de catalyseur, et ça se passe pourtant. Oui, mais parce que... Alors, Romain, je me tourne vers vous, mais parce que vous l'avez dit, il y a du stock picking à faire, il y a de la dispersion. Les indices corrigent un peu, certains plus que d'autres. Mais bon, en Europe, on n'est pas encore en territoire de correction. On surperforme, non seulement on surperforme, mais on est loin d'être en territoire de correction que le Nasdaq ou le Russell 2000. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous paraît déjà le plus épuisé à court terme? Est-ce que c'est justement la baisse de la tech, des valeurs de croissance, où là, on a des corrections de 10% et plus déjà? Est-ce que là, ce mouvement-là arrive quand même à un moment d'épuisement? Et à l'inverse, on voit encore des secteurs leaders comme le secteur bancaire, le secteur de l'énergie, pétrole et gaz, qui sont positifs largement encore depuis le 1er janvier. Est-ce que là, on arrive peut-être aussi à des moments de surachat, de tension un peu forte sur ces thèmes-là et sur ces idées? Alors, pour bien répondre, je voudrais dézoomer un peu et faire une photographie assez générale qui va rejoindre un peu ce qu'on a dit, mais il faut bien regarder l'horizon de temps auquel on se place. Je suis tout à fait d'accord. Depuis 3-4 mois, on a un marché qui baisse. On le disait depuis le mois d'août. Il s'est passé quelque chose. Pour moi, la grosse baisse des valeurs du luxe, Kering et autres, avec des chutes en 3 jours de 20%, 25%, avec des volumes lourds. Ça, c'est un signe de baisse. Je pense, pour donner une photographie donc globale du marché, qu'on est rentré dans une phase de distribution du marché depuis cette période-là. Une phase de distribution, c'est très long, surtout quand la période de hausse qu'on a connue précédemment est gigantesque. Donc, l'entrée et le point d'entrée de cette phase, c'est mars 2020, aux alentours, où eh bien, là, il y a une accumulation des mains fortes. Puis, il y a eu un consensus, et tout le monde a payé, 2021. Et puis, il y a eu cet essoufflement et un début de distribution. Et les mains fortes, elles partent avec des positions qui sont colossales. Et quand elles allègent, elles ne vendent pas d'un coup. Elles vendent pendant des mois. Et donc, elles ont vendu. Mais le luxe ne s'est jamais remis de cette phase de baisse de l'été. Il a rebondi énormément dans les proportions exceptionnelles, importantes, mais... il s'est pas remis de ça. Et donc, il y a ce cash qui sort du marché. Oui, il y a cette distribution. Et donc, on serait, à mon sens, aujourd'hui, en ce moment, dans une vague de correction dans la théorie des vagues, qui est la vague A, la première vague de correction. On a des vagues de hausse en 5, en général, 5 vagues de hausse consécutives. Et puis, la vague A, la première vague de correction, est en général, comme celle à laquelle on assiste en ce moment, assez canalisée, avec des mouvements qui sont un peu brutaux comme aujourd'hui, mais qui ne sont pas des sell-off lourds à 4-5% de baisse. On n'en connaît pas, ou quasiment pas. Et puis, avec de l'intérêt pour certaines valeurs en retard, effectivement. Et puis, des matières premières qui résistent très bien. L'or, l'argent résistent très bien. L'argent a pris 10% en 10 jours. Il ne baisse pas. Ce n'est pas un marché qui panique. On ne vend pas tous les actifs. On travaille certains. Tout ce qui est lié aux matières premières tient très bien, globalement, même s'il y a un tout petit peu de prise de bénéfices en fin de semaine. Pourrait se matérialiser après ça. C'est toujours une feuille de route. On ne sait pas, mais ça rejoint ce que disaient donc Philippe et Jean-Louis. Cette phase de correction qui pourrait se prolonger un peu. On rappelle qu'on a évoqué ensemble, il y a une quinzaine de jours, dans le plan de trading, une vague de Wolf sur l'indice parisien, avec un mouvement baissier qui pouvait reporter jusqu'à 6600 points.
On a maintenant ce palier d'alerte à 6007, 6008 de couverture qui nous donne un niveau d'alerte de moyen terme. Et donc peut-être une cible baissière qui pourrait se situer aux alentours de ces niveaux-là. On avait positionné, nous, notre alerte de court terme à Paris sous 7098 sur le futur CAC 40. On l'a rompu. Il est probable qu'effectivement ce ne soit pas un très bon signal, même si c'est une journée technique. Il va falloir confirmer ça en début de semaine prochaine. Et pour l'instant, on se laisse un peu effectivement le jeu de l'opportunisme, voir si on arrive à se réinstaller au-dessus ou pas à ce niveau-là. En revanche, pour les indices américains, c'est très clair. C'est rompu et très nettement. 15 566 sur le Nasdaq, 35 600 points autour sur le Dow Jones. On est passé en dessous. Mais ça reste assez canalisé. Donc après ce mouvement-là, peut se mettre en place un rebond, une vague B, qu'on pourrait appeler, qu'on appelle communément le rebond du chat mort. Alors c'est pas un rebond inutile qui sert à rien, dont on se moque. C'est un rebond dans lequel il se passe des choses. Oui, on peut être constructif dans ces moments-là. Exactement. Et moi, je vois dans cette phase de rebond, dans cette vague B, de l'intérêt et des valeurs qui ont encore du potentiel. On en a vu, on a redécouvert des valeurs. Alors, il y en a qu'on redécouvre récemment. Sanofi, qui repaye un peu, qui franchit des niveaux techniques importants. ArcelorMittal, qui avait fait un très beau parcours, mais qui stagnait en fin d'année dernière, qui est une des plus fortes progressions de l'indice. Alors, peut-être moins ce soir, elle corrige un peu, mais elle prenait 15% en début de semaine, peut-être 10% ce soir depuis le début de l'année. Il se passe quelque chose. Et puis, il y a d'autres valeurs en retard, comme Worldline, où il y a des mouvements techniques qui se produisent sur un niveau de support important qu'on va surveiller. Et puis, il y a des valeurs qu'on a redécouvertes. Ubisoft, qui a bénéficié d'une annonce, mais sur laquelle c'est reparti assez fort. Puis, des valeurs comme tout le secteur automobile, qui rebondit pas mal aussi. Donc, je pense qu'il c'est pas... Et toute l'aviation. Et Thales faisait partie encore des valeurs qui étaient dans le vert, me semble-t-il, ce matin. Et qui est une des plus fortes progressions depuis le début de l'année sur l'indice parisien. Donc, il y a encore un vivier de valeurs et des moments qui n'ont pas été là pour rien. Alors, que ça continue à être volatile, qu'on aille glisser encore un peu pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques heures, si la Fed est moins inquiétante mercredi prochain, et qu'elle détend un peu l'atmosphère, le marché pourrait repartir. Peut-être que ce sera les annonces des GAFAM dans 15 jours qui vont peut-être donner un coup de booster et que le marché va continuer à glisser d'ici là. Donc il y a toujours de la volatilité, oui. Qu'on soit dans cette vague de correction toujours, probablement. Qu'on rebondisse probablement et qu'on n'aille pas très loin, ça me paraît assez possible dans l'immédiat. Qu'on ait vu des plus hauts sur les indices, oui. En revanche, je me méfierais par la suite d'un mouvement correctif plus important, mais qui se situerait, après, comme on l'évoquait. A, B, il y a la vague C, c'est ça. Et c'est là où on va aller voir peut-être les plus bas. Si on est dans cette feuille de route, et si cette feuille de route se matérialise telle qu'on l'a décrit aujourd'hui. Exactement. Donc on va voir, mais pour l'instant, on a matière à alimenter des rebonds, et il y a de belles histoires encore sur pas mal de valeurs. Et donc on pourrait continuer, on pourrait rebondir et trouver de l'intérêt sur certains titres. La vague C, on rappelle que c'est la vague qu'on appelle meurtrière. Tout dépend du type de correction dans lequel on se trouve. C'est encore une fois des niveaux techniques. On n'a déjà pas fini cette correction-là, ni fait le rebond. On verra par la suite. Mais pour l'instant, il y a encore, à mon avis, des valeurs à redécouvrir et des plus petits titres. Et encore une fois, du stock picking à faire. Il y a des valeurs comme Prosus, Euronext, qui intéressent les opérateurs, sur lesquels il se passe des choses, qui tiennent bien, même s'il y a de la volatilité. Et des valeurs qui ont pas mal corrigé. Et puis même, on peut le rappeler aussi, pour tous les opérateurs, il y en a un peu pour tous les goûts. Ceux qui veulent de la croissance, on est revenu sur des niveaux intéressants. C'est ça, voilà, c'était ma question de départ. Est-ce qu'il y a déjà des opportunités ? Non, mais c'est très bien, non, mais c'est parfait. Il y a déjà, effectivement, en stock picking, des opportunités à les saisir dans des compartiments de croissance technologique, etc. Exactement. Alors, on regarde Dassault Systèmes, par exemple, et sur des niveaux intéressants. Reste que, et c'est ce qu'on évoquait en début de semaine sur les valeurs du luxe, reste qu'elles ont rebondi sur des niveaux techniques importants, mais il n'y avait pas de figure de retournement haussière. Donc, il y a eu un rebond brutal lundi et mardi, lié à des rebonds techniques, rachat de short et point d'entrée intéressant, mais il va falloir reconstruire tout ça. Donc, encore un peu de volatilité pour les stabiliser et peut-être repartir un peu sur l'ensemble de ces valeurs. Jean-Louis, c'est vraiment un marché de stock picker. Enfin, ça fait des dizaines d'années que vous êtes sur les marchés. On vous connaît comme trader, alors oui, sur indice, sur futur, mais vous faites aussi du stock picking. Est-ce que c'est vraiment là un marché de stock picker comme je l'entends de plus en plus, hein ? C'est un marché difficile, Grégoire, parce que vous savez, quand acheter sur des replis des valeurs, on l'a vu dans des passés récents, même ces derniers jours, hein, des valeurs, on se dit, bon, là, elle a beaucoup baissé. Alors, c'est ça le problème, c'est quand elle a beaucoup baissé, c'est très dangereux parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'elle va s'arrêter. Puis après, il y a des valeurs de très grande qualité, comme L'Oréal, qui a quand même beaucoup baissé, entre guillemets. Alors là, on peut se dire, j'y vais pas. Alors là, je regardais Schneider, par exemple. Schneider, on peut dire qu'il y a quand même un consensus plutôt positif. Donc c'est le genre de valeur où on va se dire, c'est quoi le support ? Donc là, on peut se dire, tiens, à partir de maintenant, 155, 150, allez, c'est un niveau d'arrêt potentiel, pourquoi pas. Mais dès qu'on va regarder dès qu'on va regarder des...
On va essayer de récupérer Jean-Louis dans un instant. Schneider est effectivement sur un niveau de support. Elle fait partie des valeurs qu'on pourrait évoquer avec des points d'entrée qui peuvent être intéressants. Une valeur comme ça, qui a un tel rendement, qui est un tel métronome sur le marché, un niveau de correction comme ça, c'est effectivement des points d'entrée probables pour les opérateurs. Donc, il n'y a pas de figure de retournement, mais un niveau intéressant en tout cas. Des valeurs qui étaient fortes, qui restent fortes, malgré effectivement et grâce à une correction, un peu de baisse et un peu de correction qui redonnent des points d'entrée intéressants. Et qui donc peuvent alimenter et donc qui offrent un marché pour lequel il y en a un peu pour tous les goûts. Dans le point du stock picker, si on fait du Schneider et qu'on considère que les fondamentaux sont absolument pas altérés, je rajoute moi le grand et Rexel dans le secteur. Et puis sur Rexel, là on a un vrai scénario aussi, une vraie histoire. Après, je ne sais plus combien, 7 ou 8 mois de consolidation à l'horizontale. La sortie par le haut, je pense qu'on est seulement à mi-parcours. Voilà. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas dans un indice, elle ne se fera pas shooter dès qu'on aura un arbitrage transatlantique X ou Y. Là, c'est vraiment une pure valeur stock picker, effectivement. On va parler matières premières. Alors, Jean-Louis, juste, on vous a récupéré. Si on peut rapidement, effectivement, reprendre avec vous et sur l'idée de ce stock picking, effectivement, qui reste difficile néanmoins. C'est ce que je comprenais, Jean-Louis. Oui. Franchement, c'est pas évident. Il ne faut pas croire que tout ça, c'est simple. Donc, mais c'est vrai, il y a des opportunités. Je vous disais, donc Schneider, pour moi, sur 150 €, c'est un point d'entrée potentiel. Surtout que le consensus est positif sur la valeur. Matières premières. Bon, alors évidemment, c'est une classe d'actifs en tant que telle. C'est un thème là qui devient un thème séculaire sans doute devant nous. Donc on regarde évidemment l'énergie, les différentes matières premières affiliées à l'énergie, le pétrole, qui a quand même poursuivi sa hausse. Alors bon, ça corrige un peu aujourd'hui, mais là où on pensait qu'il allait se stabiliser en fin d'année, il continue de progresser avec un objectif à 100 $ désormais qui paraît atteignable. Je ne sais pas s'il sera atteint, mais il est proche de l'être. C'est sûr. Le franchissement des 86,5 sur le Brent, ça déclenche forcément quelque chose. Ça valide un premier objectif de 95 $. Derrière, on se dit, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher les 100. Ça fera un... Non mais... ça fait un beau chiffre rond, c'est-à-dire qu'on va en parler, les 100 $ sur le pétrole, ça va faire du bruit. Même à 95, on vient de se rajouter 3 mois d'inflation. C'est ça qu'il faut comprendre. On vient de se rajouter 3 mois d'inflation. Le gaz avait fortement progressé, puis fortement baissé, puis il remonte fortement. Et on ne peut pas exclure là qu'une des sources d'inquiétude, quand je parlais qu'on ne verbalise pas pour l'instant vraiment des raisons de se tenir en retrait, ça chauffe quand même entre Poutine. Le marché n'a jamais été très bon pour pricer des risques extrêmes géopolitiques. C'est pas son job et il le fait quand il est contraint de le faire. Donc voilà. Je devrais dire que depuis le marché russe a bien baissé, lui, par exemple. Mais moi, j'ai regardé par exemple Gazprom, Yukos. Ces titres-là sont sur le reculoir depuis 3 semaines, alors que ils exportent des produits dont les cours... Les cash flows explosent pour ces boîtes-là, bien sûr. Donc il y a quand même quelque chose là. Le marché russe a baissé de 20%, j'ai vu là. Et ce sont des initiés, en l'occurrence, les gros actionnaires de Yukos, Gazprom, etc., sont des vrais initiés. Donc moi, c'est des choses comme ça qui m'alertent un petit peu, sont peut-être des signaux faibles. Alors c'est vrai que depuis 2003, on n'a pas déclenché de grandes guerres dans le monde. La raison a toujours prévalu. Mais je ne sais pas quels sont vraiment les enjeux autour de l'Ukraine. Est-ce que l'OTAN veut vraiment y aller, franchir la ligne rouge? Donc chacun accusera évidemment l'autre d'avoir provoqué le conflit. Mais la question c'est, peu importe qui le déclenche, si dans 10 jours on est sur des chars et des avions qui survolent le territoire ukrainien,
iraniens. Et donc, comment le marché devrait intégrer ça, si ça doit arriver Si ça doit arriver, d'abord, je vois une forte hausse du dollar, c'est sûr, première chose. Et deuxièmement, le gaz. Des prix de l'énergie qui continuent d'exploser. En tout cas, nous, l'Europe, c'est sûr que là, les gazoducs qui traversent l'Ukraine, ils risquent de plus fonctionner. Oui, donc finalement, ni plus ni moins que ce qu'on est déjà en train de constater qui se met en place depuis des mois et des mois. Bon. Et là, du coup, effectivement, les $100 sur le pétrole, le BTU gaz qui remonte à 70, on peut avoir tous les scénarios. Et là, les marchés ne sont absolument pas prêts à ce genre de signe noir. Non, mais on ne peut pas raisonner et gérer en intégrant tous les signes noirs. C'est d'ailleurs antinomique, mais... Oui, mais vous voyez, par exemple, en 2008, la grande correction des marchés, elle a quand même été précédée d'une ruée sur les produits pétroliers. Il n'y avait pas de conflit à l'horizon. C'est juste qu'à un moment, on se dit, s'il n'y a plus de potentiel sur les actions, où est-ce que je mets l'argent ? Et c'est ça. Or, les possibilités d'arbitrage, aujourd'hui, elles se réduisent. Je dirais, par exemple, vous prenez le compartiment des cryptos, c'était 3 000 milliards à fin octobre. On est maintenant à peine à 2 000 milliards. Ça devient trop étroit. Si on doit faire un arbitrage et changer un petit peu l'orientation de son portefeuille, il va falloir trouver des secteurs sur lesquels il y a une capacité. Une liquidité, une profondeur. Etc. Voilà. Et l'énergie et les matières premières en font partie. Bien sûr. Dans le segment des matières premières, l'argent vous intéresse toujours, Romain ? Oui, bien sûr. On a eu un très bon signal, très fort. Double bottom, 2 marteaux sur l'argent, au-delà de 21,90 ou 21,70, et un niveau de support de très long terme qui a bien fonctionné, sur lequel l'argent a accéléré, a pris 10% en une quinzaine de jours. Il bute là sur une résistance à 24,40, mais la prochaine cible probable, si on arrive à se réinstaller au-dessus de 24,40, c'est 28. On rappelle que l'argent, c'est un actif qui sert pas uniquement de valeur refuge comme l'or. Non, qui a une réalité industrielle forte, donc dans les batteries, dans l'éolien, et qui est donc probablement au début d'un mouvement haussier fort. Donc oui. Ça, c'est pour regarder, l'argent, c'est pour regarder au-delà du pétrole. Par exemple, on peut travailler aussi avec des paniers de matières premières. On est utilisé, nous, pour justement équilibrer les portefeuilles. Et c'est pour ça que nos portefeuilles résistent bien dans des accélérations baissières comme ça, avec le CRB ou avec de l'argent et de l'or qui, eux, ne baissent pas cette fois-ci. Pendant la crise Covid, l'or et l'argent avaient plongé. Vraiment, là, ils tiennent. Donc, on n'est plus dans cette même logique. Il y a un autre mouvement qui se met en place. Il y a un élément intéressant aussi en termes de risque que le marché est en train d'intégrer. Il me semble, c'est quant au résultat de Netflix. On est en train de réaliser que le niveau de demande qu'on pressentait, qu'on voyait exister en fin 2021, ne sera probablement pas le même dans les jours ou mois qui viennent. Et ça, le marché avait tablé et fait beaucoup de feuilles de route sur la base d'un niveau de demande équivalent. Et donc ça, je pense que ça peut aussi diminuer, et ce qui est tant mieux, ça va revenir à l'équilibre, mais ça va créer ces soubresauts, au moins à court terme, sur les marchés, encore un petit peu. Mais on revient, les chiffres de Netflix, ils ne sont pas dramatiques, ils sont moins forts que ce qu'on espérait. Non, bien sûr. Et 20%, c'est... Ouais, mais au-delà des 20%, moi, ce qui m'impressionne, c'est que le cours de bourse est revenu à effacer tout le boom Covid qui a été très profitable à Netflix. Donc le marché serait raisonnable. Alors, en tout cas, le marché efface beaucoup, je trouve, parce que pendant cette période pandémique, force est de constater quand même que le gain d'abonnés a été monstrueux pour un groupe comme Netflix. Ils ont peut-être gagné 2-3 ans peut-être d'abonnés en quelques mois, quelques temps. Mais ces abonnés-là, ils sont toujours aujourd'hui chez Netflix d'une manière ou d'une autre. Donc, manifestement. Donc il y a ce danger-là, effectivement, des parts de marché qui vont se rééquilibrer. Un mot rapide, action chinoise. Est-ce que ça peut repartir ? Est-ce qu'il y a des signaux sur le plan technique, j'entends, alors c'est très loin, puis c'est des marchés compliqués, il y a plusieurs marchés en Chine, etc. Mais de ce que vous pouvez suivre et observer, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine, Romain ? Je scanne tous les secteurs et toutes les valeurs toutes les semaines, et il se trouve qu'il y a très peu de secteurs qui surperforment. On a toujours les secteurs automobiles qui surperforment moins, mais toujours ce qui est lié à l'énergie, etc. Et celui qui bouge vraiment et qui frémit sur tous les indices asiatiques, chinois, donc que ce soit des valeurs tech chinoises ou des valeurs plus locales, eh bien tous ces secteurs-là, depuis le début de la semaine, redeviennent secteurs forts. Ils surperforment l'ensemble des marchés. Donc il se passe quelque chose. Donc ce qu'on a fait, une force relative là déjà du marché chinois. Force relative du marché chinois, clairement, sur une semaine qui s'est mise en place. Elle frémissait en début de semaine. Ça se confirme, et sur tous les indices, quelle que soit leur composition. Donc il se passe vraiment quelque chose. Et peut-être que les acteurs y mettent un doigt. On a pris ce petit risque-là, mais de façon modérée aussi.
un petit mouvement aussi qui se produit sur le Libovespa, donc le Bovespa, l'indice brésilien. De la même façon, on a des structures de retournement qui se mettent en place, une force relative qui est intéressante, qu'on a aussi, pour laquelle on a pris aussi un petit pari. Action chinoise ? Oui. Le signal a été donné ? Philippe ? On a, comme on dit, probablement bottomé à un moment stratégique. On est à maintenant moins de 3 semaines des Jeux Olympiques. On est aussi pas loin du Nouvel An chinois. Si on veut que la fête soit belle, faut peut-être pas non plus désespérer l'épargnant. Maintenant, je pense que les valeurs à suivre, moi je citerai d'abord NIO, donc le sorte de concurrent de Tesla à l'échelon local, et puis les géants de l'e-commerce, donc regardez un petit peu ce qui se passe sur jd.com, sur NIO. Sur Alibaba, là je donne un point d'entrée, c'est le franchissement de la résistance oblique, c'est un petit peu au-delà de $140. On peut avoir un signal là-dessus, je pense que derrière c'est prometteur, il y a du potentiel. Sur l'automobile, je suis un petit peu plus réservé. Je pense que NIO, comme d'autres, vont devoir composer avec les pénuries de composants. Puis alors là, je vous juste une petite parenthèse, mais enfin, si vous prenez du Rivian ou du Lucid Motors aux États-Unis à 60 ou 100 fois le chiffre d'affaires, ça n'a toujours aucun sens. Et je me demande. Il y a des excès qui ne sont pas purgés. Alors. Moi, je pense qu'il y a des échecs qui sont pas purgés. L'affaire Peloton, je pense qu'on n'en a pas fini. Ça a l'air d'être un astre mort à mes yeux, et je crois que des astres morts, on va en voir quelques-uns au cours des prochaines semaines. Jean-Louis, je me tourne à nouveau vers vous, Jean-Louis Cussac, et peut-être l'euro-dollar. Vous l'avez évoqué rapidement. Il y a eu des mouvements, mais au final, le niveau bouge pas tellement quand on regarde. 1,13 autour, toujours là. Oui, on est sur les niveaux sur lesquels on a évolué au mois de novembre. On a fait une grande dérive horizontale. On est sorti par le haut avec un. Alors, vous voyez, c'est un petit peu comme le CAC, là, à la baisse. Là, c'est ce qui s'est passé à la hausse sur l'euro-dollar. Il y a eu des velléités qui n'ont pas donc tenu plus de 3-4 jours. Et l'euro-dollar est revenu dans son range. Il a envoyé un petit biais haussier, léger. Moi, je passais acheteur au-dessus d'un 15,50, franchement. Mais au-dessus d'un 14,10, j'ai quand même acheté en me disant je peux aller chercher un 15,50. On n'y est même pas allé. On a eu le temps de sortir, vous me direz, mais il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Les volatilités implicites sur l'euro-dollar restent autour de 5, 6. Donc, ce sont des volatilités historiquement faibles. Il n'y a pas d'anticipation forte. Donc là, sur ce niveau de prix, c'est pareil, on est dans une zone, si vous voulez, de scalp. J'ai défini 1,1220 comme point bas où je vais quand même acheter. Sous 1,1220, je repasse vendeur. Et 1,1220, 1,1390. Après, si vous voulez, il y a des crans un peu au-dessus, mais c'est toujours au-dessus d'un 15,50 où là, j'adopte une tendance haussière, comme je l'avais signalé précédemment. Simplement, un 14,10 a été un stop temporaire et on est allé chercher pratiquement un 15, un 14,80, quelque chose comme ça, mais il y avait de quoi gratter quelque chose. Mais là, c'est pareil. Donc, je vous dis, il n'y a rien de franc, beaucoup d'hésitation. Et cette hésitation, vous la retrouvez partout, sauf, évidemment, sur le pétrole. Alors, là, vous en parliez. Vous vous rendez compte, sur le pétrole, là, je regardais, on est revenu à des niveaux de 2014. C'est assez incroyable. Trouver des niveaux de vente, de retournement à la vente, pour l'instant, c'est hors de question. C'est beaucoup trop éloigné sur du long terme. Il faut peut-être casser des niveaux comme $60. On est à 88, 89, donc là, c'est pas la peine d'y penser. On a fait 89 plus haut, un truc comme ça. En 2014 en tout cas, et je sais pas, c'est difficile de se faire une idée sur sa performance potentielle. On a quand même atteint des points hauts, mais s'il y a la crise avec l'Ukraine, ça peut encore évidemment poursuivre. Il y a des catalyseurs de problèmes partout, et là-dedans c'est toujours la même chose, c'est les marchés qui résistent. Moi, j'ai pas vu de vraies sorties, en dehors de choses ciblées. Il n'y a pas de programme de vente fort. Moi, j'ai toujours l'impression que beaucoup attendent des replis pour acheter. Il y a toujours un sous-investissement chronique de la part de beaucoup de gestions. Après, vous me direz, c'est sûr que si on leur retire des liquidités, ils en auront moins.
Mais ils ont géré la hausse aussi comme ça, en se disant qu'à un moment donné, les gérants, ils sont obligés d'analyser plusieurs facteurs, c'est-à-dire l'investissement, etc. Mais est-ce que mes clients, à un moment donné, ne vont pas reprendre des liquidités et il faut que j'en ai pour ne pas être obligé de vendre sur le marché. Donc là, on peut avoir en effet, dans ce repli, un mouvement où il retire des liquidités. C'est vrai que c'est possible. Mais globalement, moi, je trouve qu'il n'y a rien de très net sur ces marchés. Voilà, c'est vraiment un avis, évidemment, assez limité, puisque moi, je suis assez directionnel, donc je ne suis pas très franc dans mon opinion. Encore que là, pendant qu'on parlait, sur 7064, je viens de vendre avec ce petit biais baissier pour lundi. Voilà. Donc je vous le dis en direct, là, on vient de rebaisser un peu, c'est sûr, mais on a fait 64, on est revenu en arrière, j'étais à 3,5, on a fait 5 derrière, j'étais à 4,5, donc j'ai vendu, mais j'ai été à 3,5, 4,5, et j'ai vendu, donc 64 en moyenne. Et on verra lundi, hein, mais en tout cas, je fais ce que je dis, c'est-à-dire j'adopte un petit biais baissier. J'ai vendu une vingtaine de contrats, c'est pas beaucoup, mais sur une position où habituellement je pourrais faire une centaine. Mais voilà, ça va pas plus que ça, donc je ne suis pas forcément très fort dans mes prises de position, bien évidemment. Très clair. Mais je prends ce petit biais baissier, en tout cas sur le CAC 40, peut-être sur 1, 2, 3 jours, on verra si ça confirme ou pas. Phase d'opportunisme pour les traders. Clôture du CAC ce soir, 7068 points pour le CAC 40 cash, en baisse de 1,75% après cette journée d'échéance. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve dans un mois. Jean-Luc Hussac qui est avec nous, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et Romain Dobré, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Avec nous dans un mois, mais dès lundi à 12h30 pour le plan de trading comme chaque semaine. Merci beaucoup messieurs. Voilà, c'était les 3 sorciers de Smart Bourse qui étaient avec nous aujourd'hui pour cette première échéance de l'année 2022. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi, c'est pédagogie. Et une fois par mois, c'est le cofondateur du Café de la Bourse, Louis Yang, qui est avec nous en plateau. Louis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et meilleurs vœux pour cette année 2022 qui démarre pour vous et les équipes du Café de la Bourse. Louis. Merci. Le sujet de ce soir avec vous, alors c'est les ordres de bourse, effectivement, on va distinguer les différents ordres qui permettent effectivement d'acheter une action en bourse, mais si on reprend un petit peu la séquence, voilà, quelles sont les étapes à avoir en tête quand on se lance pour investir en bourse et donc acheter une action en bourse, Louis. Oui, acheter un actif ou une action sur les marchés, tout à fait. Donc déjà, il faut faire une recherche pour aller identifier l'action. Donc ça, il y a plusieurs manières. On peut chercher par le nom, on peut le rechercher via un code mnémonique qui a un shortcode, ou utiliser l'ISIN qui a un code à 12 caractères. Je recommande fortement d'utiliser l'ISIN pour vraiment identifier la bonne valeur. Ça paraît être un conseil, ça paraît être du b.a.-ba, mais non, parce qu'il y a des professionnels, il y a beaucoup d'investisseurs qui font des erreurs. Il y a pas mal d'exemples. Bon, il y en a un qui vient en tête qui était lors du premier confinement, lorsqu'on a tous découvert Zoom et qu'on a voulu justement investir dans cette technologie. Et ben en fait, de nombreux investisseurs ont misé sur le mauvais Zoom. Et d'ailleurs, si on regarde il y avait Zoom vidéo et Zoom communication. Exactement. Et on se retrouve avec le faux Zoom qui a pris plus de performance en bourse que le vrai Zoom. Donc, ça me fait toujours hurler de rire ces histoires, mais sauf que ces histoires-là se répètent régulièrement année après année. Tout à fait. Donc je pense que pour poser les bonnes bases, si on veut prendre de bonnes résolutions en début d'année, c'est de faire une recherche ISIN, parce qu'il y a ces erreurs-là, mais aussi une société peut être cotée sur plusieurs marchés. Il peut y avoir aussi différents shortcodes, codes mnémoniques qui peuvent se ressembler. Donc voilà, utiliser l'ISIN pour être sûr. Donc c'est ça le premier point. Après, on va arriver justement sur l'interface où on va pouvoir passer l'ordre sur cette action-là. Donc il y a différents éléments à remplir. La première chose, c'est est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend. Ça, pareil, ça paraît trivial, mais il y a des professionnels, notamment des traders, des flat finger traders, par exemple, qui vont faire des erreurs entre l'achat et la vente. Donc ne vous trompez pas. Il y a la quantité, le prix. Là aussi, n'inversez pas. Ça fait partie des champs qu'il faut remplir avec attention. Après, il faut choisir aussi si on achète au comptant ou non, parce que
certains intermédiaires financiers vont proposer le SRD, qui permet justement d'acheter sans détenir le titre, de shorter une valeur également. Il y a aussi des néo-brokers qui vont permettre d'acheter des actions fractionnées ou avec un effet de levier. Donc voilà, choisissez bien le comptant si vous voulez vraiment être propriétaire du titre et investir dans l'action. Donc ça, c'est un autre point. Et après, pour rentrer dans le vif du sujet, ça va être, on va donner une échéance à son ordre et passer l'ordre de bourse. Et là, il va falloir choisir. Ouais. SRD, donc le service règlement différé, qui implique effectivement donc un règlement différé de l'opération qu'on passe. Une fois qu'on a passé ces étapes préliminaires, effectivement, on arrive au choix de l'ordre de bourse. Quels sont les grands types d'ordres de bourse qu'il faut connaître, Louis, quand on se lance justement dans l'investissement boursier? Avec l'essor qu'il y a eu sur les brokers, effectivement, il y a eu une explosion du type d'ordre possible. Mais je pense qu'au départ, il y a déjà 3 ordres absolument maîtrisés si on veut vraiment investir correctement en bourse. Donc le premier ordre, c'est l'ordre au marché, qui est un ordre primordial, c'est-à-dire que sur cet ordre-là, on ne va pas fixer un prix. C'est-à-dire qu'on veut prendre possession de l'action, on veut rentrer, on veut que son ordre soit exécuté. On va dire on veut telle quantité de telle action et on va être exécuté. Alors attention, du coup, on ne maîtrise pas le prix. En fonction du carnet d'ordre et de la contrepartie à la vente, on risque d'avoir un prix qui va changer. Donc ça, c'est le premier ordre à vraiment maîtriser. L'autre ordre à absolument maîtriser, c'est l'ordre à court limite, où là, on va fixer un prix. Par contre, on n'est pas sûr d'être exécuté. Non. Donc, on veut tant d'actions à tel prix, mais peut-être qu'on ne va pas être exécuté, peut-être qu'on va être exécuté partiellement. On va avoir un certain nombre d'actions, mais pas la totalité. Mais par contre, on va maîtriser le prix. Donc, ça, c'est le deuxième ordre à maîtriser. Et le troisième, c'est l'ordre stop. L'ordre stop qui est à utiliser en fonction de ses stratégies. Certaines personnes vont le mettre après avoir pris position, tout de suite pour se protéger. D'autres vont attendre un petit peu, mais l'ordre stop, voilà, c'est du money management, c'est de la protection à la baisse. C'est-à-dire que si on est en position, on peut se dire, en fonction de sa stratégie d'investissement de trading, je ne veux pas perdre plus de 10%, 15%, 20% sur tel titre, je mets l'ordre stop. Et si l'action dépasse le stop, l'exécution va avoir lieu. Ça évite de devoir scruter l'écran non-stop, donc de se détacher un petit peu. Alors attention, c'est une protection, mais c'est une protection qui n'est pas infaillible. Parce qu'on peut avoir des gaps d'ouverture où justement la cotation va ouvrir sous notre stop. Sous le stop. Voilà. Donc il faut être conscient de ça, c'est pas infaillible non plus. Non, mais ça nous renvoie aux discussions et aux chroniques qu'on a déjà eues ensemble sur votre profil d'investissement, d'investisseur. Effectivement, définissez votre profil de risque, quelle est la perte maximale que je suis prête à encaisser, etc. Quand on parle de l'ordre stop, effectivement, c'est quand même quelque chose d'important, cette gestion du risque et ce money management quand on est investisseur boursier particulier. Une fois qu'on a ces 3 grands types d'ordres de bourse en tête, Louis, à quel cas est-ce qu'ils correspondent? Quelle est la bonne manière de les utiliser chacun? Oui, effectivement, il faut les utiliser en fonction de sa stratégie, de son profil qu'on vient d'évoquer. Donc effectivement, là, il y a des choses à prendre en compte en fonction de son horizon de placement. Est-ce que je fais de l'investissement, du trading, du type de valeur aussi? Est-ce qu'on est sur une valeur très volatile? Est-ce qu'on est sur une valeur qui est liquide ou non? Si on reprend l'exemple justement des ordres de base que je viens d'évoquer, si on est sur un titre qui n'est pas liquide et qu'on veut absolument se positionner et qu'on met un prix au marché, il y a quand même un risque, si on prend une grande quantité, de surpayer la valeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie. Idem, si on veut maîtriser le prix et que l'action n'est pas liquide non plus, peut-être qu'on va qu'avoir qu'une petite ligne, alors que ça ne correspond pas justement à la pondération de mon portefeuille boursier. Si on avait besoin d'un certain montant minimal sur cette action-là, on ne va pas l'atteindre parce qu'on aura fait un ordre limite. Donc, faut vraiment choisir le bon ordre en fonction de sa stratégie. Pour prendre un exemple de l'ordre stop, il y a un équivalent il y a un ordre qui va un petit peu plus loin, qui est le stop suiveur. Donc c'est un ordre stop qui va être un peu plus intelligent, c'est-à-dire qui va suivre la performance du titre. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un stop à un tel montant, un tel prix, un prix fixe, on va définir un pourcentage de perte, ce qui permet de laisser courir son gain. Donc on revient sur du money management. Si le cours de bourse a pris 20%, mon ordre stop s'ajuste
au regard de ces 20% de progression du cours de bourse. Exactement. Donc, si on est sur une tendance positive, on va laisser courir les gains. Ce qui est quelque chose de pas si évident que ça. On a tendance à couper ses gains trop tôt et ne pas couper ses pertes. Donc, l'ordre stop suiveur peut être très bien utilisé dans ce type de situation. Ouais. Alors vous disiez effectivement avec le regain d'intérêt pour le trading, l'arrivée des nouvelles plateformes, des néobanques, le nombre d'ordres possibles a explosé. Enfin, les différents types d'ordres de bourse se sont multipliés, démultipliés, c'est ça au-delà des 3 grandes catégories Exactement. clés centrales qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, je parlais justement d'ordre intelligent, le stop suiveur n'est pas vraiment catalogué dans les ordres intelligents. C'est déjà un ordre un peu plus sophistiqué, mais désormais, il y a vraiment des ordres intelligents qui vont packager plusieurs stratégies, c'est-à-dire qu'on peut avoir un paquet de 3 ordres avec des directions différentes. L'un va annuler l'autre, l'autre va conditionner le troisième. Donc, il y a vraiment des possibilités de définir des stratégies très poussées. Je pense notamment aussi au trading algorithmique. Certaines personnes vont justement essayer de programmer, d'avoir l'assistance d'une machine à sa stratégie. Donc ce type d'ordre va pouvoir se prêter à ce type de stratégie. Mais encore une fois, le plus important, c'est de définir son profil, de connaître sa stratégie, le type de valeur qu'on traite, et en fonction de ça, le type d'ordre est plus un outil qui va servir à sa stratégie globale et non l'inverse. C'est ça, oui, c'est bien comme ça qu'il faut réfléchir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ordre, il y a des ordres adaptés à votre profil et votre stratégie. Voilà. Et au type de valeur qu'on traite. Et en termes de prix, on les paye tous le même prix, ces ordres, ou c'est facturé de manière très différente? Alors ça, c'est encore un autre sujet. Ça va dépendre aussi du courtier, aussi de l'intermédiaire financier. Alors là, c'est vraiment un sujet complexe, parce que ça va dépendre aussi des différents modèles économiques. Certains courtiers vont se rémunérer sur le spread, d'autres vont vous envoyer ils vont packager vos ordres comme Robinhood et les revendre le flux à d'autres sociétés. Les acteurs traditionnels, ça va être exécuté sur des marchés traditionnels comme Euronext. Donc là, c'est encore... ça ouvre une autre chronique, mais on en a déjà parlé de toute façon, je crois, de la facturation et des coûts, le coût de l'investissement en bourse à travers les courtiers. Merci beaucoup en tout cas, Louis, d'être venu nous éclairer justement donc, sur les ordres de bourse. Rendez-vous pédagogique une fois par mois avec le Café de la Bourse et Louis Yang qui était avec nous ce soir, cofondateur du Café de la Bourse, invité de Smart Bourse sur Bismart. Très bon week-end, on se retrouve lundi évidemment en direct à 12h30.